Je m'appelle Vanessa Clark. J'ai 52 ans, et ce matin, je suis assise à ma table de salle à manger avec une lèvre fendue et une ecchymose qui s'épanouit sur ma joue gauche comme une fleur malade et tordue. La nuit dernière, mon mari m'a contusionné le visage avec le dos de sa main. Et je n'ai pas dit un mot. Je suis resté là, à goûter mon propre sang, sentant la piqûre se répandre sur ma peau comme le feu. Mais ce matin, quand Terence est descendu en s'attendant à ce que je me recroqueville et me soumette comme je le faisais toujours, son sourire a disparu dès qu'il a vu qui était assis à ma table. L'expression sur son visage, ce mélange de confusion et de terreur, valait presque chaque larme que j'avais versée dans le noir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si vous croyez qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à endurer ce que je vais partager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime dès maintenant et commenter ci-dessous la ville d'où vous regardez. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. J'ai besoin de savoir que quelque part, quelqu'un comprend ce que c'est que d'aimer quelqu'un à tel point qu'on se perd complètement. Abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires comme la mienne, des histoires de femmes qui ont dû se briser avant de pouvoir enfin se relever. Je vis à Charleston, en Caroline du Sud. Vous connaissez le genre d'endroit dont je parle, quartier historique, vieille maison en rangée avec des volets et des vérandas, de la mousse espagnole suspendue aux chaînes comme les fantômes du passé. C'est magnifique ici, presque douloureusement beau. Le genre de beauté qui cache les choses laides qui se passent derrière des portes closes. Je suis bibliothécaire scolaire, et ce, depuis 23 ans. J'ai passé ma vie entouré de livres, d'histoires de héros et de méchants, du triomphe du bien sur le mal. Je n'ai jamais pensé que je vivrais dans une de ces histoires. Je n'aurais jamais cru être la femme avec la lèvre fendue qui essaie de comprendre comment survivre à son propre mari. Terence et moi sommes mariés depuis 18 ans. 18 ans. Pas d'enfants, juste nous. Nous avions l'habitude de dire que nous étions tout l'un pour l'autre. Il s'avère que lorsque quelqu'un devient votre tout, il peut aussi devenir votre pire cauchemar. Mais je m'emballe. Laissez-moi d'abord vous dresser le tableau de ce matin, puis je vous ramènerai en arrière pour vous montrer comment nous en sommes arrivés là. Ce matin, ma table de salle à manger ressemblait à quelque chose qui sortait d'un magazine. Je n'exagère même pas. Je l'avais dressée avec notre porcelaine de mariage, le service que nous avions reçu en cadeau et que nous n'avions jamais utilisé parce qu'il était trop spécial, des assiettes blanches avec de délicates bordures dorées, le genre dont vous avez peur de respirer dessus. J'avais étalé ma plus belle nappe blanche, celle avec les bords brodés à la main que ma grand-mère avait faite. Elle a passé des mois sur cette nappe, chaque point étant une œuvre d'amour. J'avais disposé des fleurs fraîches, des gardénias de mon jardin, des gardénias, les mêmes fleurs que je portais le jour de notre mariage. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais préparé un festin, un petit déjeuner du Sud qui rendrait n'importe quelle grand-mère fière, du gruau de maïs au fromage avec du cheddar fort fondu comme ma grand-mère me l'avait appris, des œufs brouillés à la crème, moelleux et dorés, du bacon épais, croustillant sur les bords, des biscuits au bas beurre fait maison, hauts et feuilletés, les dessus badigeonnés de beurre pour qu'ils brillent. Il y avait des fruits frais, du cantaloupe tranché et des fraises disposées sur un plateau, du café infusant dans ma cafetière cuisinard, celle en acier inoxydable que je m'étais acheté à Noël dernier parce que Terence disait que c'était un gaspillage d'argent. L'odeur emplissait toute la maison, du beurre et du café et autre chose, de la détermination, de la résolution, l'odeur d'une femme qui en avait finalement assez. Je me suis assise en bout de table, le dos droit, les mains croisées sur mes genoux. Je portais ma robe marine, la robe simple que j'avais portée aux funérailles de ma mère il y a 3 ans, les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère à mes oreilles, mes cheveux tirés en un chignon serré. Je me suis regardé dans le miroir du couloir avant de m'asseoir, et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. L'ecchymose sur ma joue était maintenant d'un violet foncé, s'étendant de ma pommette jusqu'à ma mâchoire. Ma lèvre était enflée, fendue en plein milieu là où elle avait accroché ma dent quand sa main a frappé. J'avais l'air d'une guerrière qui avait traversé une bataille, et d'une certaine manière, c'était le cas. Je l'ai entendu en haut, la douche qui coulait, son alarme de téléphone qui sonnait, ce même bip agaçant qu'il utilisait depuis 15 ans. Je me suis assise là et j'ai attendu. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, mais mes mains étaient fermes. Après tout, après toute la peur, les larmes et la honte, mes mains étaient enfin stables. À 8h05, j'ai entendu ses pas dans les escaliers, des pas lourds et confiants, les pas d'un homme qui pensait avoir gagné. Il est entré dans la salle à manger vêtu de ses vêtements de week-end, un polo et un pantalon kaki. Ses cheveux étaient encore humides après la douche. Il a regardé la table, et j'ai observé son visage. Au début, il y a eu de la confusion.
Ses sourcils se sont froncés, et il a regardé la nourriture, puis moi, puis de nouveau la nourriture. Puis ses yeux se sont posés sur mon visage, sur l'ecchymose qu'il avait faite, sur ma lèvre fendue. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a souri. Pas un sourire de regret ou de honte, un sourire de satisfaction, un sourire qui disait « Enfin, je t'ai fait comprendre ». Il a tiré sa chaise et s'est assis comme s'il était un roi contemplant son royaume. Il a pris un biscuit, l'a ramassé, l'a examiné comme s'il s'agissait d'un trophée. Il en a pris une bouchée et je l'ai regardé mâcher, j'ai regardé les miettes tomber de sa bouche sur la nappe de ma grand-mère, puis il l'a dit, les mots qui ont confirmé tout ce que je soupçonnais de ce qu'il était devenu. « Tu as enfin compris, hein ?» Sa voix était décontractée, presque joyeuse. Un peu de discipline. Et regarde, tu te souviens comment être une femme. Il a ri, a vraiment ri. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début, bébé. Tu avais juste besoin de comprendre qui commande. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, je l'ai regardé manger mon biscuit, je l'ai regardé se pencher en arrière sur sa chaise avec ce sourire suffisant. Il n'en avait aucune idée que le plancher allait s'effondrer sous lui, aucune idée que la femme assise en face de lui n'était pas la même femme qu'il avait giflée la nuit précédente. Et puis, à 8h12 précise, la sonnette a retenti. Ce simple son, ding-dong, a fendu l'air du matin comme un couteau. J'ai regardé son visage changer. Le sourire a vacillé, sa mâchoire s'est crispée. Qui diable est-ce? Je t'ai dit que je ne voulais pas de visite le week-end. Vanessa, qui as-tu invité sans me demander? Je me suis levé lentement, délibérément. J'ai lissé ma robe avec mes mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je les ai invités, ai-je dit. Ma voix était calme, froide, et tu vas rester assis là et attendre. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Chaque pas me donnait l'impression de marcher vers ma liberté. Je pouvais sentir ses yeux sur mon dos, je pouvais sentir sa confusion se transformer en autre chose, de l'anxiété, peut-être, de la peur. Bien. Il était temps qu'il ressente ce que je ressentais depuis 3 ans. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là, la détective Lisa Hartwell en uniforme, son insigne accrochant la lumière du matin, le pasteur Jérôme dans sa chemise de clergé noir et son col blanc, son visage grave et triste, et ma sœur Denise, des larmes coulant déjà sur son visage, sa main agrippant son sac à main comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ils ont regardé mon visage, l'ecchymose, ma lèvre fendue, et j'ai vu un éclair de rage dans tous leurs yeux. Mais ils n'ont rien dit. Ils m'ont simplement suivi dans la salle à manger. Quand Terence les a vus entrer, je jure devant Dieu, toute la couleur a disparu de son visage. Il est passé du brun au gris en un clin d'œil. Le biscuit qu'il tenait est tombé de sa main, a heurté l'assiette de porcelaine avec un doux cliquetis, puis a roulé sur la table, s'effritant en morceaux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Il m'a regardé, et pour la première fois en 3 ans, j'ai vu de la peur dans ses yeux, une véritable peur. Vanessa, a-t-il finalement réussi à dire, sa voix étranglée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Je ne me suis pas rassis. Je suis resté debout, les mains le long du corps, face à lui de l'autre côté de la table. Le pasteur Jérôme et Denise se tenaient à ma droite. La détective Hartwell se tenait à ma gauche, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture près de ses menottes. Le symbolisme n'a échappé à personne dans cette pièce. C'est, ai-je dit, ma voix ferme et froide, la conséquence que tu fuis depuis 3 ans, Terence. C'est le règlement de compte. Mais je m'emballe encore. Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment, pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez connaître notre histoire. Vous devez savoir qui était Terence et ce qu'il est devenu. Vous devez savoir que je n'ai pas toujours eu une lèvre fendue. Je ne tressaillais pas toujours quand il haussait la voix. Il fut un temps où sa voix était le son le plus doux du monde pour moi. Dans ma cuisine, il y a ce cadre photo numérique posé sur le comptoir à côté de la cafetière. Ma nièce me l'a offert à Noël il y a 2 ans. Il fait défiler les photos automatiquement, un diaporama constant du passé. Et ce matin, pendant que je préparais ce petit déjeuner, pendant que je me préparais pour le jour le plus important de ma vie, ces photos n'arrêtaient pas de défiler. Chacune d'elles était comme un coup de couteau au cœur. La première photo qui est apparue était celle de notre mariage. Dieu, nous avions l'air si jeunes. J'avais 34 ans. Il en avait 36. Je portais une robe couleur crème, simple et élégante,
et je tenais un bouquet de gardénias. Terence portait un costume gris élégant, et le sourire sur son visage était authentique, une joie pure. Nous nous tenions devant l'église de Bethléem, l'église que nous avions fréquentée ensemble pendant des années, l'église où nous nous étions rencontrés lors d'un groupe de discussion sur les livres. Le soleil brillait, et derrière nous, on pouvait voir tous nos amis et notre famille, tout le monde souriant, tout le monde si heureux pour nous. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je me souviens avoir pensé que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. La photo suivante datait d'il y a environ 10 ans. Terence recevait un prix, celui de professeur de l'année pour le comté de Charleston. Il était professeur d'histoire au lycée, et il était brillant dans ce domaine. Les enfants l'adoraient. Il avait cette façon de donner vie à l'histoire, de leur faire se soucier des gens qui sont morts il y a des centaines d'années. Sur la photo, il tient cette plaque, et son sourire est si fier. Il porte sa cravate préférée, celle avec les minuscules livres imprimés dessus. Je me tiens à côté de lui sur la photo, mon bras autour de sa taille, le regardant comme s'il avait décroché la lune, parce que pour moi, c'était le cas. Il était tout ce que j'admirais, intelligent, compatissant, dévoué. Il avait l'habitude de citer Frédéric Douglass à ses élèves. Il rentrait à la maison et me racontait des histoires sur les enfants, sur ceux qui avaient des difficultés et sur la façon dont il les aidait. Il se souciait des autres. Dieu, il se souciait tellement des autres. Une autre photo est apparue. Celle-ci datait d'un gala de bienfaisance d'il y a environ 8 ans. Nous étions tous les deux membres du comité de planification. Terence était au conseil scolaire, et je dirigeais un programme d'alphabétisation pour les enfants défavorisés. Sur la photo, nous sommes habillés de façon élégante, moi dans une robe de soirée noire, lui dans un smoking. Nous dansons. Sa main est au creux de mon dos, et nous rions tous les deux de quelque chose. Je ne me souviens plus de quoi il s'agissait, mais je me souviens de la sensation. Je me souviens de m'être senti en sécurité, chéri, aimé. C'est le mot, aimer. Nous avions une bonne vie, une très bonne vie. Cette maison en rangée dans le quartier historique, nous l'avons achetée ensemble il y a 15 ans. Elle avait besoin de travaux, mais nous l'avons réparée pièce par pièce. Terence a lui-même refait les planchers de bois franc. J'ai peint tous les murs, choisi tous les rideaux. Nous avions des rendez-vous galants le vendredi soir dans ce petit restaurant de fruits de mer au bord de l'eau. Il me laissait des mots d'amour, de petits bouts de papier glissés dans ma boîte à lunch. Passe une belle journée, ma reine. C'est comme ça qu'il m'appelait, sa reine. Je vous raconte tout cela parce que j'ai besoin que vous compreniez. Je n'ai pas épousé un monstre. J'ai épousé un homme bon qui est devenu un monstre, et cette transformation, la regarder se produire jour après jour, a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue, pire que l'ecchymose sur mon visage, pire que la lèvre fendue. Regardez quelqu'un que vous aimez disparaître et être remplacé par quelqu'un que vous craignez, c'est une forme d'enfer particulière. Le changement a commencé il y a 3 ans. 3 ans. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. C'est à ce moment-là que l'homme que j'avais épousé a commencé à mourir, et que quelqu'un d'autre a commencé à prendre sa place. Tout a commencé par une accusation, une étudiante, une senior, âgée de 17 ans. Elle a accusé Terence d'avoir eu un contact inapproprié, a dit qu'il l'avait touché de manière inappropriée lors d'une séance de tutorat après l'école. L'accusation a frappé nos vies comme une bombe. Un jour, tout était normal, et le lendemain, Terence était suspendu en attendant une enquête. Je savais que ce n'était pas vrai. Dieu, je le savais. Terence ne ferait jamais une chose pareille. Il a fait l'objet d'une enquête approfondie. Le conseil scolaire, la police, tout le monde s'est penché sur la question. Et après 2 mois d'enfer, 2 mois de rumeurs et de chuchotements et de regards obliques à l'épicerie, l'affaire a été classée sans suite, complètement classée. Ils ont trouvé des preuves qu'elle l'avait inventée, des messages textes à ses amis sur la façon dont elle était en colère contre lui pour lui avoir donné une mauvaise note sur un papier, sur la façon dont elle allait lui faire payer. La jeune fille a été expulsée. L'affaire a été classée. Terence a été réintégré, mais le mal était fait. Vous savez comment c'est. Une fois que l'accusation est lancée, peu importe qu'elle soit prouvée fausse. Les gens se souviennent de l'accusation. Ils ne se souviennent pas de la disculpation. Les parents ont commencé à retirer leurs enfants de ces classes. Les collègues qui avaient l'habitude de déjeuner avec lui ont soudainement eu d'autres plans. Le conseil scolaire lui a discrètement demandé de démissionner de son poste. Pour le bien du district, ont-ils dit,
pour laisser les choses se calmer. Il a été muté dans une autre école de l'autre côté de la ville. De l'école où il enseignait depuis 15 ans, où il connaissait tout le monde, où il était respecté et aimé, à une école où il n'était que ce professeur avec l'accusation. Peu importait qu'il soit innocent. La tâche était là. Sa réputation, la chose sur laquelle il avait bâti toute sa vie d'adulte, a été détruite. Et je l'ai vu se briser sous le poids de tout cela. Au début, je pensais qu'il allait rebondir. Terence était fort. Il était résilient. Mais la consommation d'alcool a commencé environ un mois après son retour à l'enseignement. Juste un verre de bourbon le soir pour l'aider à dormir, disait-il. Puis c'était 2 verres. Puis c'était la moitié de la bouteille. Il rentrait de l'école et allait directement au bar, sans même changer de vêtements d'abord. Il se versait juste un verre, le buvait d'un trait, en versait un autre. Et la colère a commencé. Pas au début. Au début, il était juste triste, vaincu. Il s'asseyait sur le canapé avec son verre et regardait dans le vide. Mais ensuite, la tristesse s'est aigrie. Elle s'est transformée en quelque chose de laid. Et cette laideur avait besoin d'une cible. Cette cible, c'était moi. Cela a commencé petit, si petit que j'ai à peine remarqué que cela se produisait, de petits commentaires, si tu avais été plus vocal pendant l'enquête, peut-être que les gens me croiraient maintenant. Tu es si silencieuse à l'église. Les gens pensent probablement que tu as aussi des doutes sur moi. Tu aurais pu mieux me défendre. C'était toujours de ma faute. Pas la jeune fille qui a menti. Pas le conseil scolaire qui l'a abandonné. Ma faute parce que je n'en ai pas fait assez, parce que je n'étais pas assez. Puis il a commencé à contrôler les choses, de petites choses. Au début, il a pris en charge les finances, a dit que je dépensais trop, que nous devions être plus prudents. Il a pris ma carte de débit et m'a donné une allocation, $40 par semaine pour l'épicerie et tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai protesté, il a dit que j'étais égoïste, a dit que c'était lui qui travaillait à temps plein, que son salaire était plus élevé que le mien, que c'était lui qui devait gérer l'argent. Et moi, que Dieu me vienne en aide, je l'ai laissé faire parce que je pensais que c'était juste du stress. Je pensais qu'une fois qu'il se serait habitué à la nouvelle école, une fois que le temps aurait passé, il redeviendrait l'homme que j'avais épousé. Il a commencé à m'isoler de mes amis. Chaque fois que je voulais sortir, il faisait des commentaires, « Tu vas répandre des commérages sur moi avec tes amis ?» Je parie qu'ils pensent tous que je suis coupable, comme tout le monde. C'était plus facile de rester à la maison, plus facile d'éviter la confrontation. Alors j'ai cessé d'aller au club de lecture, j'ai cessé de prendre un café avec Lisa de l'église, j'ai cessé d'appeler ma sœur autant. J'ai réduit mon monde à lui et à moi parce que c'était la seule façon de garder un semblant de paix. Il y a environ 2 ans, le premier incident réel s'est produit. Je ne l'oublierai jamais. C'était un mardi soir. J'avais préparé le dîner, du pain de viande et de la purée de pommes de terre, son plat préféré. Il est rentré tard, déjà à moitié ivre, s'est assis à table sans dire un mot. J'ai essayé de faire la conversation, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a juste grogné. J'ai demandé si la nourriture était bonne. Il m'a regardé avec ses yeux froids et a dit, « C'est sec. Le pain de viande est sec. Tu ne sais même plus cuisiner, n'est-ce pas ?» J'ai dit que j'étais désolé, que je préparerais autre chose s'il le voulait. Et c'est à ce moment-là qu'il a ramassé son assiette et l'a jetée, pas sur moi, sur le mur. L'assiette s'est brisée. Le pain de viande et la purée de pommes de terre ont glissé le long du mur et sont tombés sur le sol, de la sauce partout. Il a regardé le désordre, puis m'a regardé et a dit, « Nettoie ça. » Puis il est monté à l'étage dans la chambre à coucher. Je suis resté figé là pendant je ne sais combien de temps. Puis j'ai pris les essuie-tout et j'ai nettoyé. J'ai frotté le mur jusqu'à ce que la tache de sauce ait disparu. J'ai ramassé chaque morceau d'assiette cassée, et je me suis dit que c'était l'alcool, que c'était le stress, que ce n'était pas lui, que ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Mais cela s'est produit encore et encore, pas tous les jours, pas même toutes les semaines, mais assez souvent pour que je commence à vivre sur des œufs. J'ai appris à lire ses humeurs au son de la portière de sa voiture qui se fermait quand il rentrait à la maison. Une fermeture douce signifiait qu'il était de bonne humeur. Une claque signifiait que je devais me faire rare. J'ai appris quel sujet éviter, ne pas mentionner l'ancienne école, ne pas mentionner l'accusation, ne pas poser de questions sur sa journée s'il avait l'air fatigué, ne pas respirer trop fort. Il y a environ 18 mois, c'est devenu physique pour la première fois, enfin,
pas frappé, pas encore, mais presque. Nous nous disputions à propos de l'argent. Je m'étais fait coiffer sans lui demander d'abord, j'avais utilisé $45 de mon propre chèque de paie. Il a vu le reçu et a perdu la tête, a commencé à crier que j'étais égoïste, que je ne le respectais pas, que j'étais comme tous les autres qu'il avait trahis. J'ai essayé de m'éloigner. J'ai dit que je ne voulais pas me battre. Il a attrapé mon bras, l'a attrapé fort, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, et il m'a ramené en arrière. Ne t'éloigne pas de moi quand je te parle, a-t-il sifflé. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir l'odeur du bourbon dans son haleine. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Il a tenu mon bras pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Quand il m'a lâché, il y avait des marques rouges, des marques en forme de doigts qui se sont transformées en ecchymoses le lendemain, 5 petites ecchymoses, une pour chaque doigt. J'ai porté des manches longues pendant une semaine, j'ai dit à Lisa à la bibliothèque que j'avais froid à Charleston en juillet. Cette nuit-là, j'ai failli partir. J'ai fait une valise. Elle était posée sur le lit, et j'y mettais mes articles de toilette quand Terence est entré dans la chambre à coucher. Il a regardé la valise, et quelque chose comme de la panique a traversé son visage, pas de la colère, de la panique. Il est tombé à genoux, est vraiment tombé à genoux devant moi, et il a commencé à pleurer, à sangloter, à dire qu'il était désolé, qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé, que cela ne se reproduirait plus jamais. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et a enfoui son visage dans mon ventre et a pleuré comme un enfant. Et moi, Dieu, pardonne-moi, j'ai défait la valise. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait. J'ai caressé ses cheveux, et je lui ai dit que tout allait bien, que nous allions surmonter cette épreuve ensemble, que je lui pardonnais. Parce que c'est ce que font les épouses, n'est-ce pas? C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Rester aux côtés de son partenaire quand les choses deviennent difficiles. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce que je croyais. Mais c'est arrivé de nouveau. Bien sûr, c'est arrivé parce que je lui avais montré qu'il n'y avait pas de vraies conséquences. Il pouvait me blesser, et je lui pardonnerais. Il pouvait me faire peur, et je resterais. Alors les limites ont continué à bouger. Il m'a attrapé de nouveau, plus fort la fois suivante. M'a poussé une fois, pas fort, mais assez pour que je trébuche. Et chaque fois, il y avait des larmes, des excuses et des promesses. Et chaque fois, je le croyais parce que je voulais le croire, parce que j'avais besoin de croire qu'à l'intérieur de cet homme en colère et amer se trouvait l'homme que j'avais épousé. Les insultes verbales ont empiré. Il se moquait de moi, bibliothécaire scolaire, disait-il avec un ricanement, un travail si important, lire des histoires à des morveux toute la journée. Au moins, j'avais l'habitude de faire quelque chose qui comptait. Il me comparait à d'autres femmes, des femmes qui soutenaient davantage leur mari, des femmes qui savaient comment se taire, des femmes qui étaient vraiment attirantes. Ce dernier point m'a fait plus de mal que je ne veux l'admettre. J'ai commencé à éviter les miroirs, j'ai commencé à porter des vêtements plus amples. Je me sentais rapetissé dans tous les sens du terme. Il y a environ un an, j'ai essayé de partir de nouveau. J'avais trouvé une annonce d'appartement, un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Je suis allé le visiter pendant ma pause déjeuner. Il était minuscule, juste 400 pieds carrés, mais il avait de grandes fenêtres, et c'était calme. Je pouvais m'imaginer là, assise à la lumière du matin avec une tasse de thé, sans me soucier de l'humeur de mon mari, sans sursauter au son d'une porte qui se ferme. J'ai rempli une demande. Cette nuit-là, Terence a trouvé la demande dans mon sac à main. Je ne sais pas ce qu'il cherchait là-dedans, mais il l'a trouvé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre à coucher quand je suis sorti de la douche, tenant le papier dans sa main. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était dangereusement calme. J'ai enroulé plus étroitement mon peignoir autour de moi. Terence, je n'en peux plus. Je pense que nous avons besoin d'espace. D'espace? Il a dit le mot comme si c'était du poison. Tu veux de l'espace avec ton mari? Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai perdu, tu veux m'abandonner, toi aussi? Je ne t'abandonne pas, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Je pense juste que nous avons tous les deux besoin de temps pour comprendre les choses. Peut-être que si nous. Tu ne pars pas, il est entré dans la pièce. Tu ne vas nulle part, Vanessa. Tu es ma femme. Tu as fait un vœu, pour le meilleur et pour le pire. Et juste parce que les choses ont empiré.
Terence, s'il te plaît. Où vas-tu aller? Il avançait maintenant vers moi, et je reculais jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Qui va te croire plus que moi? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Que ton mari est méchant avec toi parfois, qu'il a haussé la voix. Blablabla. Bla bla. Il était maintenant à quelques centimètres de mon visage. Tu ne pars pas. Tu appartiens ici. Tu m'appartiens. Tu comprends? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête, et il s'est retourné et est sorti, emportant la demande avec lui. Je l'ai entendu la déchirer dans la cuisine, j'ai entendu les morceaux heurter la poubelle. Et je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'ai réalisé que j'étais piégé, que j'avais attendu trop longtemps, que l'homme qui avait l'habitude de me laisser des mots d'amour me considérait maintenant comme une propriété, comme quelque chose qui lui appartenait. Les mois qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je préparais le dîner et j'essayais d'être invisible. J'ai cessé de sourire, cessé de rire. J'avais l'impression d'être un fantôme dans ma propre maison. Ma sœur Denise, à qui je parlais chaque semaine, a commencé à poser des questions. V, ça va? Tu as l'air différente. Est-ce que tout va bien avec Terence? Et je mentais, je lui disais que tout allait bien, juste fatiguée du travail, juste vieillissante. Elle n'a pas insisté, mais je pouvais entendre le doute dans sa voix. Lisa, mon amie du club de lecture, a essayé de me contacter, elle aussi. Elle est détective au service de police de Charleston, et elle a de bonnes intuitions. Elle m'a vu à l'épicerie il y a environ 6 mois, et je portais un col roulé en septembre. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai menti, à elle aussi. J'ai dit que je luttais contre un rhume, que je ne voulais pas prendre froid. Elle m'a donné sa carte, m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai mis la carte dans mon portefeuille et j'ai essayé de l'oublier, mais je n'y suis pas parvenu parce que les choses n'ont fait qu'empirer. Terence a cessé même de faire semblant d'être désolé quand il m'attrapait, me bousculait ou me coinçait dans un coin. Il n'y avait plus de larmes, plus d'excuses, juste un silence froid, comme si c'était normal, comme si c'était devenu notre mariage. Et j'ai commencé à le croire, à penser que c'était peut-être ce que je méritais, que je l'avais peut-être tellement déçu que sa colère était justifiée. Il y a 3 mois, il a commencé à rentrer de plus en plus tard, sentant non seulement le bourbon, mais aussi la cigarette. Alors qu'il avait arrêté de fumer il y a 10 ans, il rentrait en titubant à minuit, 1h du matin. J'étais allongé dans le lit, faisant semblant de dormir, et je l'entendais se cogner contre des choses en bas. Il montait, se mettait au lit sans se doucher et s'évanouissait. Toute la chambre sentait l'alcool, la fumée et autre chose, la rage. Si la rage avait une odeur, ce serait ça. Le mois dernier, j'ai cessé de dormir dans notre lit. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'Ami, en lui disant que j'avais mal au dos, que le matelas plus ferme m'aidait. Il n'a même pas protesté. Je ne pense pas qu'il s'en souciait. Je crois qu'il était soulagé de ne pas avoir à me regarder. Et honnêtement, j'étais soulagé de ne pas avoir à me coucher à côté de lui, à me demander si ce soir serait la nuit où il ferait plus que m'attraper, à me demander si ce soir serait la nuit où il irait trop loin. Et puis est arrivée la nuit dernière, la nuit où tout a éclaté, la nuit où j'ai enfin, vu la vérité avec une parfaite clarté. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé. Il était tard, presque minuit. Je n'arrivais pas à dormir, l'anxiété me rongeait l'estomac. Je portais ma robe de chambre, celle en soie bordeaux que ma sœur m'avait offerte pour Noël il y a 3 ans. Elle est magnifique, vraiment, avec des fleurs brodées sur les manches. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange que je porte quelque chose d'aussi joli alors que je me sentais si laide à l'intérieur. J'étais debout au comptoir à attendre que la bouilloire bouille quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Le moteur s'est coupé, puis le silence. J'ai retenu mon souffle, à l'écoute. La portière de la voiture s'est ouverte, puis s'est claquée violemment. Mon estomac s'est noué. Un claquement violent n'était jamais bon signe. J'ai entendu ses clés dans la serrure, je l'ai entendu rater le trou de la serrure plusieurs fois avant de réussir à l'insérer. La porte s'est ouverte et j'ai pu voir à sa façon de marcher qu'il était très ivre, plus ivre que d'habitude. Il est entré dans la cuisine et l'odeur m'a frappé de plein fouet, bourbon, cigarette et sueur. Sa chemise était débraillée. Ses yeux étaient injectés de sang. Il m'a regardé et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de plus sombre que la colère,
quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. Il n'a rien dit au début, il s'est juste approché du comptoir et a vu l'enveloppe posée là, l'enveloppe que j'avais imprimée ce matin, une demande d'appartement, un autre, un moins cher, un que je pourrais me permettre avec mon seul salaire. Je l'avais imprimée et laissée là, trop fatigué pour la cacher, trop fatigué pour continuer à faire semblant. Peut-être qu'une partie de moi voulait qu'il la trouve. Peut-être qu'une partie de moi voulait forcer la confrontation. Il a ramassé l'enveloppe, a regardé à l'intérieur, et j'ai vu son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à la rage pure. Il a sorti la demande, l'a fixée du regard. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était basse, dangereuse. Terence, ai-je commencé, mais il m'a coupé. Qu'est-ce que c'est que ça, Vanessa? Plus fort maintenant. Une demande d'appartement? Tu essaies de me quitter encore une fois. Je n'en peux plus, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais je me suis forcé à le dire. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à marcher sur des œufs, je ne peux pas continuer à avoir peur dans ma propre maison. Je m'en vais, Terence, j'en ai assez. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait peut-être me laisser partir, qu'il avait peut-être réalisé que nous nous étions détruits l'un l'autre, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Mais alors son visage s'est tordu et il a déchiré la demande en deux, puis en deux à nouveau, encore et encore. Il a continué à déchirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des confettis dans ses mains, et il m'a jeté les morceaux au visage. Ils sont tombés en flottant comme de la neige. Tu ne vas nulle part, a-t-il dit, et sa voix était glaciale. Je te l'ai déjà dit, Vanessa. Tu es à moi. Tu n'as pas le droit de partir. Tu n'as pas le droit de m'abandonner comme tous les autres l'ont fait. Je ne t'abandonne pas, ai-je dit, et j'entendais le désespoir dans ma propre voix. J'essaie de me sauver. Tu ne vois pas ce qui nous est arrivé? Tu ne vois pas que nous sommes en train de nous détruire l'un l'autre? Non, a-t-il dit, en s'approchant de moi. C'est toi qui me détruis, toi et tous les autres. Ma carrière est finie. Ma réputation est ruinée. Et maintenant, tu veux prendre la seule chose qui me reste, ma femme, ma maison. Terence, s'il te plaît. J'ai levé les mains, essayant de l'apaiser, essayant de le calmer, mais il a attrapé mes épaules. Ses doigts se sont enfoncés fort, douloureusement fort, et il m'a secoué. Tu ne partiras pas, a-t-il crié juste devant mon visage. Je pouvais sentir sa salive éclabousser ma joue. Tu m'entends? Tu ne partiras pas. Tu me fais du mal. J'ai haleté, essayant de me dégager. Terence, arrête. Tu me fais du mal. Mais il ne s'est pas arrêté. Il m'a secoué plus fort et ma tête a basculé d'avant en arrière. Je me suis senti étourdi, désorienté. J'ai essayé de retirer ses mains de moi, mais il était tellement plus fort. Quand j'ai finalement réussi à me dégager de lui, j'ai trébuché en arrière. Ma hanche a heurté le bord du comptoir et une douleur a traversé mon côté. Regarde ce que tu m'as fait faire, a-t-il dit, respirant fort. C'est de ta faute. Si tu restais à ta place, si tu étais une bonne épouse, rien de tout cela n'arriverait. Je suis une bonne épouse, ai-je dit, et des larmes coulaient sur mon visage. Je t'ai soutenu dans tout, à travers l'accusation, à travers ta colère, à travers l'alcool. J'ai supporté ta rage et ta cruauté et je suis resté. Mais je ne peux plus. Je n'y arrive pas. Tu me tues, Terence. Tu ne vois pas ça? Tu es en train de tuer ce que je suis. Et c'est là qu'il l'a fait. C'est là qu'il a franchi la ligne qu'on ne pouvait pas franchir. Sa main s'est levée et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait m'attraper à nouveau, mais sa main a continué son mouvement. Elle a traversé mon visage, le dos de sa main entrant en contact avec ma joue avec un bruit sec qui a retenti comme un coup de tonnerre dans la cuisine silencieuse. La force du coup a fait tourner ma tête sur le côté. Ma lèvre s'est prise dans ma dent et s'est ouverte. J'ai immédiatement goûté le sang, métallique et chaud. La douleur a été vive et immédiate, se répandant sur mon visage comme un feu. Mais pire que la douleur physique, il y a eu la réalisation qu'il l'avait fait. Après 3 ans à repousser les limites, à attraper, à bousculer et à me coincer dans les coins, il m'avait finalement frappé au visage, comme si je n'étais rien, comme si j'étais moins que rien. Je suis resté là, ma main se levant vers ma bouche, sentant le sang sur mes doigts. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai pas reconnu l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas Terence. Ce n'était pas mon mari.
C'était un étranger qui lui ressemblait, mais qui n'avait plus rien de son âme. Il respirait fort, fixant sa propre main comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait. Mais il ne s'est pas excusé. Il n'a pas pleuré ni ne s'est effondré à genoux comme il l'avait fait les autres fois. Il s'est juste contenté de me regarder et son visage était froid, vide. « Nettoie-toi » a-t-il dit. « Tu saignes sur le sol. » Puis il s'est retourné et est sorti comme s'il venait de faire une remarque sur le temps qu'il faisait, comme s'il n'avait pas brisé tout ce que nous avions été. Je l'ai entendu monter à l'étage, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer, et je suis resté là dans la cuisine, le sang dégoulinant de ma lèvre sur ma belle robe de chambre bordeaux, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Mais ce n'était pas mon esprit. C'étaient les chaînes que je portais depuis 3 ans, les chaînes de l'espoir qu'il change, les chaînes de la peur de ne pas pouvoir survivre sans lui, les chaînes de la conviction que l'amour signifiait tout endurer. Ces chaînes se sont brisées et ce qui restait, c'était la clarté, une clarté froide et tranchante. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait avait une lèvre gonflée, du sang sur le menton et un bleu qui se formait déjà sur sa joue, mais ses yeux étaient différents. Ils étaient éveillés. J'ai lavé mon visage à l'eau froide. L'eau a picoté ma lèvre fendue, mais j'ai accueilli la douleur. C'était la preuve que j'étais encore vivante, encore là. J'ai pressé un linge froid sur ma bouche jusqu'à ce que le saignement cesse. Puis je suis retourné dans la cuisine et j'ai pris une décision, la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas appeler la police tout de suite. Je n'allais pas faire ma valise et courir chez ma sœur parce que je connaissais Terence. Il déformerait la vérité. Il dirait que c'était un accident. Il pleurerait, s'excuserait et promettrait de changer. Et si je partais tout de suite, au milieu de la nuit, sans preuve, sans témoin, ce ne serait que ma parole contre la sienne, et sa parole, malgré tout, avait encore du poids dans cette communauté. Il était le professeur qui avait été faussement accusé. Il était la victime d'une adolescente menteuse. Les gens avaient pitié de lui. Ils diraient que j'exagérais, que je dramatisais, que les mariages ont des périodes difficiles. Non, je devais faire les choses différemment. Je devais le faire d'une manière qui ne puisse être ni niée ni expliquée. J'avais besoin de témoins. J'avais besoin de preuves. Je devais m'assurer que lorsqu'il essaierait de prétendre que je réagissais de manière excessive, il y aurait des gens qui auraient vu mon visage, qui auraient entendu la vérité de ma propre bouche, qui ne pourraient pas être influencés par ses larmes ou son charme. Alors, j'ai commencé à planifier, là, à minuit, avec une lèvre fendue et une joue meurtrie, debout dans ma cuisine. J'ai planifié sa chute et la mienne aussi, d'une certaine manière, parce que je savais que faire ça signifierait la fin de mon mariage, la fin de la vie que j'avais construite, la fin de la femme que j'avais été pendant 18 ans. Mais cette femme était déjà morte. Elle est morte quand sa main a heurté son visage. Ce que je faisais maintenant, c'était construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. La première chose que j'ai faite, c'est de sortir mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais je me suis forcé à composer le numéro. J'ai appelé ma sœur Denise en premier. Elle habite à Atlanta, à 3 heures de route. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix pâteuse de sommeil. V, qu'est-ce qui ne va pas? Il est minuit. Et je lui ai tout raconté, Dieu, je lui ai tout raconté, l'alcool, la colère, le contrôle, la peur, les attouchements et les bousculades, et ce soir, la gifle. Ma voix était remarquablement stable pendant que je parlais, comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne m'a pas interrompu, elle s'est contentée d'écouter avec de petits halètements et des sanglots. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit, j'arrive. Je monte dans ma voiture tout de suite. Non, ai-je dit. Pas maintenant. Viens demain matin. J'ai besoin que tu sois là à 8 heures du matin. Tu peux faire ça? V, qu'est-ce que tu prépares? La justice, ai-je dit. Je prépare la justice. Tu seras là. Je serai là, a-t-elle dit. Je partirai à 5 heures. Je serai là. Le deuxième appel a été plus difficile. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro du pasteur Jérôme. C'est lui qui nous avait mariés. Il nous avait conseillé lors de périodes difficiles, avant que les choses ne s'aggravent vraiment. C'était un homme bon, un homme gentil, un homme qui croyait à la sainteté du mariage, mais aussi à la sainteté de la vie humaine. J'ai composé son numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie.
Sœur Vanessa, tout va bien? Non, pasteur, ai-je dit. Tout ne va pas bien. J'ai besoin de vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous écoutiez, c'est tout. Vous pouvez faire ça? Bien sûr, sœur. Et je lui ai tout raconté, à lui aussi. Pas tout, pas les 3 ans, mais suffisamment, la colère de Terence, son alcoolisme, ce soir, le bleu sur mon visage, la lèvre fendue et la prise de conscience que si je ne faisais rien, il pourrait y avoir une nuit où je ne m'en sortirais pas. Quand j'ai eu fini, le pasteur Jérôme est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « De quoi avez-vous besoin de moi, sœur Vanessa? J'ai besoin que vous veniez chez moi demain matin, à 8 heures. J'ai besoin que vous soyez un témoin. J'ai besoin que vous voyiez ce qu'il a fait et j'ai besoin que vous soyez à mes côtés quand je ferai ce que je dois faire. Je serai là, a-t-il dit sans hésitation. Je serai là et j'apporterai le poids de notre communauté religieuse avec moi. Vous n'êtes pas seul, sœur. Vous n'avez jamais été seul. Le 3e appel était pour Lisa, la détective Lisa Hartwell, mon amie du club de lecture que j'évitais depuis des mois. J'ai sorti sa carte de mon portefeuille où je l'avais gardée tout ce temps. J'ai composé le numéro. Ça a sonné et j'ai pensé qu'elle n'allait peut-être pas répondre, mais elle a fini par le faire. Hartwell. Lisa, c'est Vanessa. Vanessa Clark. Il y a eu une pause. Vanessa, il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout, ai-je dit, et je lui ai tout raconté, à elle aussi. Tout. Et Lisa, étant flic, étant formée pour ça, elle est passée immédiatement en mode professionnel. Où est-il maintenant? Il dort à l'étage. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Dois-je envoyer une voiture? Je suis en sécurité pour l'instant, mais j'ai besoin que vous veniez demain matin, à 8 heures. Je vais le confronter avec des témoins et ensuite je vais porter plainte. Mais j'ai besoin que vous soyez là, Vanessa. Je devrais venir maintenant. Je devrais l'arrêter maintenant. Non, ai-je dit fermement. C'est ma maison, ma vie, et j'ai besoin de faire ça à ma façon. S'il te plaît, Lisa, fais-moi confiance. Elle a soupiré. 8 heures du matin. Je serai là. Mais si quoi que ce soit arrive avant ça, vous appelez le 112 immédiatement. Promettez-le-moi. Je le promets. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'heure. Il était presque 1 heure du matin. J'avais 7 heures avant leur arrivée, 7 heures pour me préparer, 7 heures pour transformer cette maison de ma prison en mon tribunal. J'ai commencé à cuisiner. Je sais que ça paraît étrange, mais j'avais besoin de faire quelque chose pour occuper mes mains et concentrer mon esprit. Et il y avait aussi quelque chose de symbolique là-dedans. Pendant 3 ans, j'avais préparé des repas qu'il avait critiqués ou ignorés, ou ce soir, jetés contre le mur. Mais ce repas, ce petit déjeuner, serait différent. Ce serait le dernier repas que je lui préparerais, et il serait parfait. J'ai sorti ma cocotte le creuset. C'était un cadeau de mariage, cette magnifique cocotte en fonte émaillée rouge que nous avions reçue de la tante de Terence. Nous l'avions à peine utilisée parce qu'elle était si belle, trop belle pour la cuisine de tous les jours. Mais rien de ce qui allait se passer aujourd'hui n'allait être ordinaire. J'ai préparé du gruau de maïs au fromage à partir de 0, comme celui que ma grand-mère avait l'habitude de faire avec du cheddar blanc fort ajouté à la fin jusqu'à ce qu'il soit crémeux et riche. Pendant que le gruau de maïs mijotait, j'ai préparé des biscuits, de vrais biscuits au bas beurre, coupés avec l'emporte-pièce à biscuits de ma grand-mère, celui en étain qui est dans ma famille depuis des générations. J'ai utilisé mon batteur KitchenAid, le rouge que je m'étais acheté pour Noël l'année dernière quand Terence avait dit que c'était trop cher. J'avais utilisé mon propre argent, de l'argent que j'avais mis de côté en petite quantité pendant des mois. J'ai fait la pâte, je l'ai étalée, j'ai coupé les biscuits et je les ai mis au four. L'odeur de la cuisson a embaumé la maison, beurre, babeur et espoir. Pendant que les biscuits cuisaient, j'ai préparé du bacon épais, le genre chair. J'ai déposé chaque tranche avec soin dans ma poêle en fonte et j'ai écouté le grésillement. J'ai brouillé des œufs avec de la crème comme ma mère me l'avait appris. J'ai tranché des fruits frais et je les ai disposés sur un plateau. J'ai programmé ma cafetière cuisinard pour qu'elle prépare le café à 7h45. Tout devait être parfait. Tout devait être prêt. Vers 3 heures du matin, j'ai pensé au bleu sur mon visage. Je suis allé dans ma salle de bain et j'ai regardé mon tiroir à maquillage. J'ai 7 anti-cernes, Dermablanc haute couvrance.
Je l'ai acheté en ligne pour 40 $ après avoir vu une publicité. Il promettait de tout couvrir. Je l'avais utilisé pour cacher les bleus de doigts sur mes bras quand je portais des manches courtes. Je l'ai sorti, je l'ai tenu dans ma main. Je pourrais couvrir le bleu sur mon visage. Je pourrais cacher ce qu'il avait fait, lui faciliter la tâche, rendre la chose moins choquante pour les personnes qui venaient. Puis je l'ai jeté à la poubelle, tout le tube, 40 $ gaspillés, parce que non, plus de cachette, plus de facilité pour lui, plus de protection contre les conséquences de ses actes. Ils avaient besoin de voir. Le pasteur Jérôme avait besoin de voir. Lisa avait besoin de voir. Ma sœur avait besoin de voir. Et Terence, surtout, Terence avait besoin de voir ce qu'il avait fait à la lumière froide du jour sans alcool pour brouiller les choses, sans colère pour le justifier, juste la vérité simple et indéniable écrite sur mon visage. Vers 4 heures du matin, j'ai fait autre chose, quelque chose que je planifiais depuis des semaines, mais que je n'avais pas eu le courage de faire. J'avais commandé une caméra de sonneterie en ligne. Elle était arrivée il y a une semaine, encore dans sa boîte dans mon placard. Je l'ai sortie, j'ai lu les instructions et je l'ai installée. Ça m'a pris plus de temps que ça n'aurait dû parce que je ne suis pas très doué avec la technologie, mais j'ai fini par comprendre. Je l'ai montée à côté de la porte d'entrée, j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone et je l'ai connectée. À partir de maintenant, tout ce qui se passerait à ma porte d'entrée serait enregistré. Chaque conversation, chaque confrontation. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais documenter l'avenir. J'ai également installé mon iPad sur l'étagère dans la salle à manger, incliné de manière à ce qu'il enregistre la table cachée derrière des livres, mais en enregistrant. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves au cas où il essaierait de prétendre plus tard que je mentais, que j'exagérais. J'aurais une vidéo. J'aurais des témoins. J'aurais tout ce dont j'avais besoin. Vers 5 heures du matin, la maison commençait à se réveiller. Le ciel à l'extérieur passait du noir au bleu foncé. J'ai mis la table avec notre vaisselle de mariage, les assiettes que nous avions reçues en cadeau et gardées dans le buffet parce qu'elles étaient trop spéciales. Eh bien, c'était spécial. C'était le petit déjeuner le plus important de toute ma vie. J'ai étalé la nappe de ma grand-mère, la blanche avec les bords brodés à la main, chaque point étant une œuvre d'amour. Je me suis demandé ce que ma grand-mère penserait de ce que je faisais. Elle avait été mariée pendant 50 ans avant le décès de mon grand-père, mais ça avait été un bon mariage, un mariage rempli de bonté. Elle comprendrait. Je pense qu'elle serait fière. J'ai disposé des fleurs fraîches au centre de la table, des gardénias de mon jardin, les mêmes fleurs que celles de mon bouquet de mariage. Le symbolisme ne m'échappait pas. Ces fleurs représentaient des promesses faites et des promesses brisées. Vers 6 heures du matin, je suis monté me préparer. Je suis passé devant la chambre où Terence dormait. Je pouvais l'entendre ronfler, ce ronflement lourd et congestionné de quelqu'un qui a trop bu. Ce bruit était autrefois attachant, la preuve qu'il était profondément endormi et en paix. Maintenant, ça sonnait juste comme tout le reste chez lui, laid. Je suis allé dans ma chambre, la chambre d'amis qui était devenue mon sanctuaire. J'ai pris une douche dans ma salle de bain, lavant le sang séché, les larmes, la peur. Je suis resté sous l'eau chaude et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais refoulé, le deuil de la perte de mon mariage, la terreur de ce que j'allais faire, le soulagement que ce soit enfin fini, la culpabilité d'avoir peut-être abandonné trop tôt. Mais ensuite, j'ai touché ma lèvre gonflée et j'ai su que je n'avais pas abandonné trop tôt. J'avais tenu trop longtemps. Je suis sorti, je me suis séché et je me suis habillé. J'ai choisi ma robe bleu marine avec soin, celle que je portais aux funérailles de ma mère. Ça me semblait approprié. C'était une sorte de funérailles, la mort de Vanessa, l'épouse, la mort de la femme qui était restée silencieuse. Je l'enterrais aujourd'hui. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, j'ai tiré mes cheveux en un chignon serré, je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. Le bleu était violet foncé maintenant, s'étendant sur ma joue. Ma lèvre était gonflée et fendue. J'avais l'air d'une victime de violence domestique parce que c'est ce que j'étais, et il était temps d'arrêter de faire semblant du contraire. Vers 7h30, j'étais assise en bout de table dans la salle à manger. La nourriture était prête, disposée dans des plats de service. Le café était préparé, embaumant la maison de son arôme riche. Tout était en place. Il ne me restait plus qu'à attendre. À 7h50, j'ai entendu le réveil de Terence sonner à l'étage,
ce bip ennuyeux qui m'avait réveillé pendant 18 ans. Je l'ai entendu appuyer sur le bouton de répétition. Puis, 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, il l'a éteint. J'ai entendu le lit grincer quand il s'est levé, je l'ai entendu aller à la salle de bain, j'ai entendu la douche couler. Il prenait son temps, sans se douter de ce qui l'attendait en bas. À 8h05, il est descendu. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, lourds et confiants, les pas d'un homme qui pensait m'avoir remise à ma place, les pas d'un homme qui s'attendait à ce que je sois accroupi, en train de pleurer ou parti. Il est entré dans la salle à manger et j'ai vu son visage passer par une série d'expressions, confusion, surprise, calcul, puis satisfaction, ce sourire qui s'est étalé sur son visage comme du poison, ce sourire qui disait qu'il pensait avoir gagné. Il s'est assis. Il a pris un biscuit. Il a prononcé ces mots. Tu as enfin compris, hein? Un peu de discipline. Et regarde, tu te souviens comment être une femme. Il a ri. Il a vraiment ri. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début, bébé. Tu avais juste besoin de comprendre qui commande. Et j'ai attendu. Je suis restée assise là dans ma robe de deuil avec ma lèvre fendue et mon visage meurtri. Et j'ai attendu que la sonnette retentisse. Et quand elle a retenti, à exactement 8h12, quand ce simple ding-dong a traversé l'air matinal, je me suis levé. J'ai lissé ma robe. Et j'ai dit, je les ai invités. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Et ils étaient là, la détective Lisa Hartwell en uniforme, son insigne brillant sous le soleil du matin, le pasteur Jérôme en col romain, son visage triste et grave. Ma sœur, Denise, les larmes coulant déjà sur son visage. Elles m'ont regardé, vraiment regardé. Elles ont vu l'ecchymose. Elles ont vu la lèvre fendue. Et j'ai vu la rage éclater dans leurs yeux. La juste colère des gens qui vous aiment et qui viennent de voir la preuve que vous avez été blessé. Nous sommes entrés ensemble dans la salle à manger. Et je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Terence. Il a blêmi. Le biscuit est tombé de sa main. Et pour la première fois en 3 ans, il avait peur, pas en colère, pas sur la défensive. Peur. Vanessa, dit-il, la voix étranglée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue au bout de la table, flanquée de ma sœur, de mon pasteur et d'un policier. Je me suis tenue droite même si j'avais mal au dos à l'endroit où j'avais heurté le comptoir. Même si mon visage palpitait, même si mon cœur se brisait, je me suis tenue droite parce que je le devais. C'est, dis-je, et ma voix était froide et claire. La conséquence que tu fuis depuis 3 ans, Terence? C'est l'heure des comptes. Et alors je lui ai tout dit. Je lui ai dit devant des témoins. Je lui ai dit comment il avait changé. Comment la boisson a commencé et la colère a grandi. Comment il m'a isolé et contrôlé et m'a fait sentir comme si je n'étais rien. Je lui ai parlé de la première fois où il m'a attrapé et de toutes les fois après cela. Je lui ai parlé de la peur avec laquelle j'avais vécu, des œufs sur lesquels j'avais marché, des morceaux de moi-même que j'avais perdus en essayant de le calmer. Et la nuit dernière, dis-je, ma voix stable même si des larmes coulaient sur mon visage, la nuit dernière, tu as franchi une ligne qui ne peut jamais être effacée. Tu m'as frappé, tu m'as regardé au visage, et tu m'as frappé. Et puis tu es parti comme si de rien n'était. Comme si je n'étais rien. Terence essaya de parler. Vanessa, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Non, je l'ai coupé. Plus d'explications. Plus d'excuses. Plus de blâme sur l'alcool ou l'accusation ou moi. Tu as fait ça. Tu as fait ces choix. Et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Le pasteur Jérôme s'avança. Frère Terence, dit-il, et sa voix était lourde de déception. Je te connais depuis 15 ans. Je t'ai marié avec sœur Vanessa. J'ai prié avec toi, je t'ai conseillé, et je te dis maintenant en tant que ton pasteur et en tant qu'homme de Dieu, ce que tu as fait est inadmissible. C'est impardonnable sans un véritable repentir. Et en ce moment, tout ce que je vois, c'est un homme qui a été pris, pas un homme qui est désolé. Le visage de Terence s'effondra. Pasteur, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que ça semble être. C'est exactement ce que ça semble être, dit Lisa en s'avançant. Sa voix était professionnelle, détachée. Monsieur Clark, je m'appelle détective Lisa Hartwell avec le PD de Charleston. Madame Clark m'a informé d'une agression qui s'est produite la nuit dernière vers minuit,
une agression qui a causé des blessures visibles. Elle fit un geste vers mon visage. Je suis ici pour vous informer qu'elle va porter plainte officiellement. Tu ne peux pas être sérieuse, dit Terence en me regardant. Vanessa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. C'est une affaire privée. Ça a cessé d'être privé quand tu m'as frappé, dis-je. Ça a cessé d'être privé quand ton poing a rencontré mon visage. Ça a cessé d'être privé quand j'ai dû goûter mon propre sang à cause de toi. Ma sœur, Denise, prit la parole, sa voix tremblant d'émotion. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu lui faire autant de mal? Elle t'aimait. Elle t'a soutenu dans tout. Et c'est comme ça que tu la remercies? Denise, tu ne comprends pas, commença Terence. Je comprends parfaitement, le coupa Denise. Je comprends que ma sœur souffre en silence depuis 3 ans. Je comprends qu'elle a couvert des ecchymoses et inventé des excuses et s'est rapetissée pour te mettre à l'aise. Je comprends qu'elle a presque laissé te détruire complètement, mais ça se termine aujourd'hui. Terence regarda autour de la table chacun d'entre nous, et je pouvais voir la réalisation poindre sur son visage. Il n'y avait pas d'issue. Pas de paroles douces, pas de larmes, pas de promesses ne régleraient ça. La preuve était sur mon visage. Les témoins étaient dans la pièce. La loi se tenait en uniforme près de la porte. Vanessa, s'il te plaît, dit-il, et sa voix se brisa. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais ivre. Je ne pensais pas clairement. Je vais me faire aider. Je vais arrêter de boire. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, n'appelle pas la police. S'il te plaît, ne détruis pas ma vie. Je ne détruis pas ta vie, dis-je doucement. Tu la détruis toi-même. Je m'assure juste que tu affrontes les conséquences. Pour une fois en 3 ans, tu vas faire face à de vraies conséquences. Lisa sortit ses menottes. Monsieur Clark, j'ai besoin que vous vous leviez et que vous placiez vos mains derrière votre dos. Non, dit Terence, la panique inondant son visage. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis professeur. J'ai un emploi. Les gens vont le découvrir. Vous auriez dû y penser avant de mettre vos mains sur votre femme, dit Lisa. Sa voix était calme. Levez-vous, monsieur Clark. Il me regarda une dernière fois et je l'ai vu. Le moment où il a réalisé que je n'allais pas le sauver, que je n'allais pas reculer ou changer d'avis ou trouver des excuses pour lui. La femme qui aurait fait ça, qui l'avait fait pendant 3 ans, elle était partie. Et la femme qui se tenait à sa place, la femme avec la lèvre fendue et le visage contusionné et la colonne vertébrale d'acier, elle était quelqu'un de nouveau. Levez-vous, dit Lisa à nouveau. Terence se leva lentement, en tremblant. Il mit ses mains derrière son dos. Lisa lui passa les menottes et le clic du métal fut le son le plus fort de la pièce. Elle lui lut ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. J'ai regardé ça arriver. J'ai regardé mon mari depuis 18 ans se faire arrêter dans notre salle à manger. Et j'ai ressenti 1000 choses à la fois. Le deuil de ce que nous avions été. Le soulagement que ce soit fini. La peur de ce qui allait arriver. La culpabilité que cela en soit arrivé là. Mais surtout, je me suis senti libre. Pour la première fois en 3 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Alors que Lisa le conduisait vers la porte, il se tourna pour me regarder. Tu vas le regretter, dit-il. Sa voix était basse, destinée uniquement à moi. Tu vas être seul dans cette grande maison avec rien d'autre que tes souvenirs. Et tu vas le regretter. J'ai croisé son regard. Peut-être, dis-je, peut-être que je le regretterai, mais je le regretterai vivante. Je le regretterai libre. Et c'est plus que ce que j'ai eu en 3 ans. Ils l'ont emmené. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. J'ai entendu la voiture démarrer et s'éloigner. Et puis la maison était silencieuse. Ce silence lourd et complet qui vient après qu'un événement monumental s'est produit. Je suis resté là dans la salle à manger et mes jambes ont cédé. Je me suis assise lourdement sur la chaise. Et c'est là que je me suis finalement laissé m'effondrer. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. D'énormes sanglots déchirants qui venaient du plus profond de moi. J'ai pleuré pour le mariage que j'avais perdu. Pour l'homme que j'avais aimé qui était devenu quelqu'un que je craignais. Pour les 3 années que j'avais passées à avoir peur.
Pour la femme que j'avais été qui avait laissé faire ça. J'ai pleuré pour tout. Denise et le pasteur Jérôme sont restés avec moi. Denise m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Et le pasteur Jérôme a prié. Il a prié pour ma guérison, pour ma force, pour mon avenir. Il a prié pour Terence aussi, pour son âme, pour sa rédemption. Et je l'ai laissé faire. Parce que même après tout, même après l'ecchymose sur mon visage et la lèvre fendue et la peur, je ne détestais pas Terence. Je ne pouvais juste plus l'aimer. Pas comme il était devenu. Les jours suivants ont été étranges. La maison semblait énorme et vide. Chaque son résonnait. Chaque pièce contenait des souvenirs qui maintenant semblaient souillés. Denise est restée avec moi pendant une semaine. Elle m'a aidé à commencer le processus de demande de divorce. Elle m'a aidé à changer les serrures des portes. Elle m'a aidé à emballer les affaires de Terence et à les mettre dans le garage pour qu'il les récupère plus tard. L'arrestation a fait les nouvelles. Un enseignant local arrêté pour violence conjugale. Je suis resté hors des médias sociaux. Mais Denise m'a dit que les gens parlaient. Certains étaient favorables. Certains étaient choqués. Certains ont dit de façon prévisible que je réagissais de manière excessive. Que chaque mariage a des problèmes. Que j'aurais dû essayer plus fort de le faire fonctionner. Ces gens-là, j'ai appris à les ignorer parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Terence a été accusé de simple agression parce que c'était une première infraction. Au moins officiellement, il a obtenu une libération sous caution rapidement. Mais il y avait une ordonnance restrictive. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Ne pouvait pas me contacter sauf par l'intermédiaire d'avocats. Le conseil scolaire l'a mis en congé administratif en attendant l'issue de l'affaire. Sa réputation, qu'il avait été si désespéré de protéger, était de nouveau en lambeaux. Mais cette fois, il s'était fait ça à lui-même. J'ai commencé une thérapie. Docteur Simone Dubois, une conseillère en traumatologie spécialisée dans la violence conjugale. Au début, je ne pouvais pas parler. Je m'asseyais dans son bureau et je pleurais simplement. Mais lentement, au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à trouver des mots. J'ai commencé à déballer 3 ans de peur et de honte et de culpabilité déplacée. Elle m'a aidé à voir que je n'étais pas responsable des choix de Terence. Que je n'aurais pas pu l'aimer assez pour le changer. Que partir n'était pas un échec. C'était de la survie. J'ai aussi commencé à aller à un groupe de soutien. Des femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Et dans cette pièce, en entendant leurs histoires, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes qui comprenaient l'enfer particulier d'aimer quelqu'un qui vous blesse, qui comprenaient la culpabilité et la peur et l'espoir désespéré que peut-être cette fois serait différente. Nous nous sommes soutenus mutuellement, ces femmes et moi. Nous avons partagé nos histoires et notre force. Et lentement, j'ai commencé à guérir. Environ 3 mois après l'arrestation, j'ai reçu une lettre de Terence. Il était en cure de désintoxication et en gestion de la colère ordonnée par le tribunal. La lettre était courte. Il disait qu'il était sobre, qu'il faisait face à ce qu'il avait fait, qu'il était désolé, vraiment désolé. Il disait qu'il ne s'attendait pas à être pardonné. Mais il voulait que je sache que j'avais raison. Que j'avais sauvé sa vie en l'arrêtant. Que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, il aurait pu continuer jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir parce que même si une partie de moi était contente qu'il se fasse aider, même si une partie de moi se souciait encore de ce qui lui arrivait, je ne pouvais pas le laisser revenir dans ma vie. Jamais. Cette porte était fermée, verrouillée. La femme qui aurait pu l'ouvrir était partie. Le divorce a été finalisé 6 mois après l'arrestation. J'ai eu la maison. Il ne s'est pas battu contre ça. Je pense qu'à ce moment-là, il comprenait l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ou peut-être qu'il était juste trop fatigué pour se battre. Quoi qu'il en soit, la maison est devenue la mienne, vraiment la mienne, et j'ai commencé à la refaire mienne. J'ai peint les murs avec les couleurs que j'aimais. J'ai réarrangé les meubles. J'ai jeté tout ce qui me rappelait lui. J'ai gardé seulement ce qui m'apportait la paix. J'ai aussi fait des changements pour me sentir en sécurité. J'ai gardé la sonnette Ring. J'ai ajouté plus de caméras, une dans la cour arrière, une dans le salon. J'ai installé un nouveau système de sécurité avec des capteurs sur toutes les portes et fenêtres. J'ai installé une meilleure serrure pour la porte d'entrée.
Une de ces serrures intelligentes que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone. Certaines personnes pourraient penser que c'est de la paranoïa, mais pour moi, c'est reprendre le contrôle. C'est dire que c'est mon espace maintenant et que je décide qui peut y entrer. Environ 1 an après que tout s'est passé, j'étais enfin prête à revivre. Pas seulement survivre, mais réellement vivre. J'ai été promu au travail. Bibliothécaire en chef, un poste pour lequel j'avais été ignoré 2 fois auparavant parce que j'étais trop distraite, trop consumée par ce qui se passait à la maison. Je me suis investie à fond dans le travail. J'ai lancé de nouveaux programmes pour les enfants. J'ai établi des partenariats avec les écoles locales. Je me suis souvenu pourquoi j'étais tombée amoureuse de ce travail en premier lieu. J'ai aussi acheté quelque chose pour moi. Une petite maison de plage. Enfin, plutôt un chalet à la périphérie de la ville. C'est minuscule, juste une chambre et un salon et une petite cuisine, mais il y a un porche qui donne sur l'océan. Et j'y vais les week-ends. Je m'assois sur ce porche avec une tasse de café et un livre. Et j'écoute les vagues. Et je me sens en paix. Une vraie paix. Le genre que je ne pensais pas ressentir à nouveau. J'ai recommencé à fréquenter des hommes de façon décontractée, prudemment. Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux et je ne le serai peut-être jamais. Mais c'est agréable de se rappeler qu'il y a des hommes gentils dans le monde. Des hommes qui écoutent quand vous parlez. Des hommes qui respectent les limites. Des hommes qui comprennent que la confiance se gagne, elle ne s'exige pas. Environ 18 mois après le divorce, Terence a demandé à me rencontrer par l'intermédiaire de son thérapeute. Officiellement supervisé. Il voulait s'excuser en personne. Une partie de son programme en 12 étapes ou de son travail thérapeutique. Je ne suis pas sûr. J'y ai pensé longtemps. J'ai demandé à Dr. Simone ce qu'elle en pensait. Elle a dit que c'était à moi de décider, que je ne lui devais rien, mais que parfois la clôture peut être guérissante. Alors, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, un territoire neutre. Son thérapeute était assis à une table voisine, assez près pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour nous donner de l'intimité. Terence avait l'air différent, plus mince, plus vieux, sobre. Ses yeux étaient clairs d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Il n'a pas trouvé d'excuses. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il avait travaillé à comprendre pourquoi il était devenu celui qu'il était devenu. Que perdre son emploi et sa réputation avait brisé quelque chose en lui, mais qu'il avait déversé sa fragilité sur moi au lieu de la gérer. Il a dit qu'il prenait des médicaments maintenant, qu'il assistait à des réunions des doubles à 3 fois par semaine, qu'il voyait un thérapeute 2 fois par semaine, qu'il avait tout perdu, son mariage, sa carrière, sa maison, et qu'il méritait de tout perdre. J'ai écouté. Et quand il a eu fini, j'ai dit « Merci. Merci de t'excuser. Merci de te faire aider. » Mais je lui ai aussi dit que nous ne serions plus jamais nous. Que l'homme qu'il était et la femme que j'étais, ces personnes étaient parties. Que ce que nous avions été détruit et qu'il n'y avait pas moyen de le reconstruire. Il a acquiescé. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, mais qu'il comprendrait si je ne le faisais jamais. Et puis il est parti. Et je suis restée assise là avec mon café et j'ai réalisé que je lui pardonnais. D'une certaine manière, pas le genre de pardon qui signifie oublier. Pas le genre qui signifie la réconciliation, mais le genre qui signifie que je libérais l'emprise que la colère et la douleur avaient sur moi. Je laissais ça partir pour pouvoir avancer sans le porter. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Mon visage a guéri. L'ecchymose s'est estompée en jaune puis a disparu. Ma lèvre a guéri, bien qu'il y ait une petite cicatrice si vous regardez de près. Un rappel non pas de ce qu'il m'a fait, mais de ce que j'ai fait pour moi-même. Du jour où j'ai choisi de sauver ma propre vie. Je ne suis pas la femme que j'étais avant de rencontrer Terence. Je ne suis même pas la femme que j'étais pendant ces 3 années de peur. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui sait que l'amour sans respect n'est que de l'emprisonnement avec un nom plus joli. Quelqu'un qui sait que la relation la plus importante que vous aurez jamais est celle avec vous-même. Ce petit déjeuner n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Justice pour chaque femme à qui on a dit il ne le pensait pas. Justice pour chaque personne qui pense que l'amour signifie endurer la violence. Justice pour tous ceux qui se sont déjà sentis piégés dans leur propre maison par quelqu'un qui prétendait les aimer.
J'ai servi à Terence un petit déjeuner auquel il ne s'attendait pas. Des témoins, la responsabilisation, les conséquences, et je me suis servi quelque chose que j'avais oublié que je méritais. Ma vie en retour, ma paix en retour, moi-même en retour. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour vous-même est de refuser d'être détruite. Parfois, partir n'est pas abandonner. C'est se réveiller. C'est choisir la vie plutôt que la loyauté envers quelqu'un qui est devenu votre danger au lieu de votre sécurité. Je vis toujours à Charleston, je travaille toujours à la bibliothèque, je m'occupe toujours de mon jardin, mais maintenant je le fais sans peur, sans regarder par-dessus mon épaule, sans me demander dans quel état d'esprit quelqu'un sera quand il rentrera à la maison. Je le fais dans la paix. Et cette paix, cette simple, belle paix vaut plus que n'importe quel certificat de mariage, n'importe quelle histoire partagée, n'importe quel espoir que quelqu'un changera. À quiconque regarde ça et vit ce que j'ai vécu, écoutez-moi. Vous méritez mieux. Vous méritez la sécurité. Vous méritez le respect. Vous méritez la paix. Et vous n'avez pas besoin d'attendre que ça devienne aussi mauvais que ça l'a été pour moi. Vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez demander de l'aide maintenant. Vous pouvez vous choisir maintenant. S'il vous plaît, choisissez-vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous appelé la police ce soir-là? Seriez-vous parti des années plus tôt? Auriez-vous planifié comme je l'ai fait? Commentez ci-dessous et faites-moi savoir de quelle ville vous regardez. Je veux savoir jusqu'où ce message voyage. À chaque femme qui a besoin d'entendre ça, vous n'êtes pas seule. Je vous vois. J'étais vous. Et vous pouvez survivre à ça. Vous pouvez plus que survivre. Vous pouvez prospérer. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir ou ressentir ou vous souvenir de votre propre force, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne jamais manquer d'histoires de survie et de force. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez. Cela signifie que des histoires comme la mienne comptent. Que des femmes comme moi, comme nous, comptent. À l'écran, vous verrez d'autres histoires de personnes qui se sont choisies. Des personnes qui ont tracé une ligne et ont dit plus jamais ça. Des personnes qui ont trouvé leur force dans les moments les plus sombres. Cliquez sur l'une d'elles, regardez-la, apprenez-en, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous ceci, vous méritez la paix. Vous n'avez pas besoin de la permission pour la choisir. Pas de votre mari, pas de votre famille, pas de personne. Vous avez juste besoin de courage. Et si vous regardez ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà ce courage. Vous avez juste besoin de l'utiliser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir témoigné de ma douleur et de ma force. Merci de faire partie de ma guérison. Jusqu'à la prochaine histoire, rappelez-vous, vous êtes digne, vous êtes forte, et vous méritez une vie sans peur. Choisissez-vous toujours. Choisissez-vous toujours.